Bonsoir à tous et bienvenue. Nous allons parler cette semaine dans À la source de l'Irak, du pape Paul VI, du mal-logement, de l'enseignement supérieur catholique, de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe, oui encore, et puis du rapport Sicard sur la fin de vie. Nous en discuterons dans notre dossier avec nos deux invités, le docteur Xavier Mirabel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes le président d'Alliance Vita. Avec nous également Antoine Dabundo, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous avoir rejoints. Vous aussi, vous êtes rédacteur en chef à Pèlerin. Et puis, rassurez-vous, dans cette édition, nous parlerons aussi du sujet le plus important, Noël. Une nouvelle de Rome pour commencer. En cette année du 50e anniversaire du Concile Vatican II, Benoît XVI a autorisé aujourd'hui la Congrégation pour les causes des saints à promulguer le décret reconnaissant les vertus héroïques du pape Paul VI. Pour que la béatification de Giovanni Battista Montini puisse avoir lieu, il ne manque plus désormais que la reconnaissance officielle d'un miracle. Ça prendra du temps, mais le postulateur de la cause, le père Antonio Marazzo, aurait d'ores et déjà choisi celui qu'il entend présenter à la commission médicale. Autre nouvelle, on salue l'élection d'un nouveau primat à la tête de l'église grecque orthodoxe d'Antioche, communauté de quelques 4 millions de fidèles, présente principalement en Syrie, au Liban et en Irak, et puis bien sûr en Occident, dans la diaspora. C'est son éminence, le métropolite Jean Yazigui, jusqu'alors évêque titulaire de l'archevêché antiochien orthodoxe d'Europe, qui a été élu. C'est un pasteur d'expérience qui bénéficie, selon l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, à la fois de la sagesse de l'Orient et de la rigueur de l'Occident. Il succède au patriarche Ignace IV, né au ciel le 5 décembre dernier, selon la belle expression orthodoxe, Ignace IV qui conduisait cette église depuis 1979. Et puis en Irak, justement, près de 50 personnes ont été tuées lundi dans une série d'attentats visant à la fois les forces de l'ordre et les civils. Des attaques qui ont touché une dizaine de villes et qui ont eu lieu alors que le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales en visite dans le pays, célébrait une messe à la cathédrale chaldéenne du Sacré-Cœur. Samedi, la communauté syro-catholique avait célébré la consécration de sa cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours de Bagdad. Alors entre joie et violence à l'approche de Noël, comment les chrétiens vivent-ils ces événements? Gabriel Leclerc a interrogé l'archevêque chaldéen de Kirkouk, monseigneur Louis Sacco. Ce n'est pas lié à la visite du cardinal ni à la consécration de l'église de Bagdad. Déjà avant cela, il y a une tension très forte entre les groupes politiques, ethniques, soit à Bagdad, soit à Kirkouk. Il n'y a pas une persécution organisée, planifiée contre les chrétiens. Non, il y a un améliorement pour la sécurité, c'est-à-dire il y a ici et là des explosions, mais ce n'est pas tous les jours comme auparavant. Et concernant les Chaldéens, notons que le cardinal Emmanuel III d'Élie, leur patriarche depuis 2003, a démissionné hier à l'âge de 85 ans. Son successeur sera élu par le synode des évêques de l'Église chaldéenne, convoqué à Rome par Benoît XVI le 28 janvier prochain. Retour à l'actualité en France, où le mal-logement appelle une mobilisation générale. C'est ce qu'a voulu souligner monseigneur Michel Dubost, l'évêque d'Évry, Corbeil-Essonnes, qui a lancé lundi un appel à agir. Aller aux urgences, ça n'est pas suffisant. Il faut aussi penser le problème du logement et du logement des gens en difficulté dans une société qui est en pleine mutation. Et il ne faut pas simplement soigner le mal au moment où il se présente, mais il faut essayer de réfléchir sur le moyen terme, voire sur le long terme, pour que les urgences ne se produisent pas. Nous pensons que l'inventaire est important et nous pensons le faire dans les 6 mois. Nous pensons que l'inventaire des solutions proposées, des petites solutions, chacun à sa porte, nous pensons le faire aussi dans les 6 mois. Nous pensons faire une campagne sur la réflexion des nouveaux arrivants, parce que c'est très souvent, il y a un refus d'accepter des nouveaux arrivants. Et le Secours catholique de l'Essonne et la Société Saint-Vincent-de-Paul se sont saisis de cet appel de l'évêque en lançant la campagne contre le mal-logement 91. De nombreux cas sont à prendre en charge dans le département, comme cette maman célibataire qui vit dans la précarité et seule avec ses 3 enfants et que Marine Wolf a rencontré. Ici, c'est du rat. Moi, j'ai peur. C'est là que les rats passaient? Oui, elle est entrée. Après, elle prend des médicaments. Et le monsieur, il prend beaucoup de... Il en a mis beaucoup, donc il y en a beaucoup qui a été mangé. Au rat s'ajoutent les infiltrations d'eau et des canalisations bouchées.
Douce vit seule ici depuis 1 an et demi avec ses 3 enfants. Sur ses 1 000 € de salaire, 630 sont consacrés à ce logement. Aujourd'hui, elle n'en peut plus. Moi, je suis très fatiguée pour les enfants. Parce que là, l'humidité, les enfants, moi, et tous malades. Moi, j'ai besoin de partir. Comme près de 11 000 autres familles en Essonne, Douce est aidée par le Secours catholique. Le logement est en effet une des priorités de l'association. Le logement, c'est aussi ça, c'est pouvoir construire une vie familiale et une vie familiale sereine, que les enfants puissent se sentir bien. C'est aussi pouvoir s'intégrer dans un quartier. Donc le logement, c'est un maillon essentiel dans la vie de toute personne. Et aujourd'hui en France, en plus, c'est un droit au logement décent. 800 bénévoles donnent de leur temps au Secours catholique en Essonne. Geneviève et Benoît Delinger y sont engagés depuis une quinzaine d'années. Depuis quelques jours, grâce à eux, 2 familles ont obtenu un logement neuf. Elles vont fêter Noël autrement. Bon, il y a une famille musulmane et une famille chrétienne, mais qui ne pratiquent pas, mais qui dit cette année, je vais mettre mon sapin de Noël dans un appartement neuf. C'est des moments comme ça qui font que on est réjouis par rapport à notre accompagnement que l'on peut porter. Douce a engagé une procédure de reconnaissance d'insalubrité de son logement, mais les délais sont toujours longs. Depuis 1 mois et demi, elle attend le passage d'un inspecteur. On a beaucoup parlé du rapport Sicard sur la fin de vie cette semaine et nous allons y revenir dans notre dossier tout à l'heure. Mais un autre rapport a été remis lundi 17 décembre au président de la République qui a été, lui, entouré de plus de discrétion. Il s'agit du rapport de synthèse des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche. Son but, c'est de permettre de rendre des arbitrages en vue de la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur et la recherche prévue au printemps prochain. Et il se trouve qu'une des propositions de ce rapport, c'est tout simplement l'abrogation du décret qui permet la reconnaissance des niveaux de diplômes délivrés par les universités catholiques. Et ça procède d'un accord signé en 2008 entre la France et le Saint-Siège. Alors, du côté des instituts catholiques, cette semaine, on se voulait plutôt sur la réserve, de crainte de politiser la question. Le recteur de la Catho de Toulouse, Monseigneur Pierre Deberger, nous explique en quoi consiste cet accord de 2008, histoire pour nous de saisir ce qui est en jeu. D'abord, c'est un accord international qui a été signé. C'est un accord entre 2 pays. Il faut quand même savoir que c'est un accord entre la République française et le Saint-Siège. Donc, ça ne relève pas, évidemment, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bon, ça a été perçu aussitôt comme une atteinte au monopole de délivrance des diplômes. Or, je dis bien, on ne reconnaît pas les diplômes, on reconnaît les niveaux de diplômes. Et si on les reconnaît, c'est dans le cadre de ces 2 accords de Bologne et du traité de Lisbonne, tant par rapport à l'espace européen, c'est-à-dire quelque part favoriser la circulation des étudiants, favoriser la circulation aussi des enseignants et la lisibilité des diplômes dans l'espace européen. Mais c'est aussi un grand enjeu pour la francophonie. Je le vois très clairement chez nous. Dossier à suivre donc. Allez, sans surprise, on revient maintenant au projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. Dimanche dernier, à l'appel de l'inter-LGBT, soutenu par le Parti socialiste, les Verts, le Front de gauche, les jeunes socialistes, ils étaient 60 000 selon la police, 150 000 selon les organisateurs, à manifester pour soutenir le projet de loi du gouvernement. Un défilé qui a relié la place de la Bastille au jardin du Luxembourg. Sybille Delettre est allée à leur rencontre. Attention, éloignez les plus jeunes de l'écran. Les pancartes étaient volontairement conçus pour heurter. Ils sont descendus dans la rue pour afficher clairement leur soutien au projet de loi du mariage pour tous, dans le cortège des couples, des familles, mais aussi des politiques et des représentants de l'inter-LGBT. Le sens de cette manifestation, c'était aussi de permettre à tous les partisans de l'égalité de donner de la voix, de se faire entendre. Je les élève depuis maintenant 10 ans pour lui, 8 ans pour elle. J'ai été présente comme ma compagne a pu l'être et j'ai rien du tout. On peut me les reprendre à tout moment. Une marche en réaction notamment à la manif pour tous du 17 novembre dernier qui avait rassemblé 70 000 personnes dans les rues de Paris. Je leur réponds que l'important pour des enfants, c'est d'avoir un modèle au niveau des parents, au niveau des éducateurs tout autour, et que c'est un très bon modèle d'avoir des parents ouverts. Nos enfants sont très entourés par des hommes, des femmes, que pour trouver des référents masculins et féminins dans l'entourage, c'est pas ce qui manque, et que pour l'instant, ils ont l'air équilibrés. Dans le viseur de certains manifestants, l'Église qui a exprimé son opposition à ce projet de loi.
que je sache, il ne s'agit pas du mariage religieux. Ils ont le droit d'être contre. Mais ce que nous contestons, c'est la manière dont ils expliquent leur opposition. Depuis le 15 août, c'est presque tous les dimanches où on entend soit une intention de prière universelle, soit un petit mot dans l'homélie, voilà, qui rappelle que le magistère s'est prononcé contre la loi. Même si c'est des prises de position légitimes de l'Église, voilà, c'est dur à entendre. La prochaine marche des pro-mariage pour tous est prévue le 27 janvier prochain, 2 semaines après la grande manifestation des opposants prévue, elle, le 13 janvier. Et puis à propos de la violence de certains slogans, violence ad personam, à l'encontre de plusieurs membres du collectif de la Manif pour tous, sachez que 2 d'entre eux se sont vus dans l'obligation de demander une protection au ministère de l'Intérieur. Du côté des opposants à ce projet, en tout cas, la mobilisation continue. Samedi dernier, c'était au tour des maires. Nous, maires et adjoints de France, rassemblés au-delà de la diversité de nos familles politiques, demandons aujourd'hui solennellement au président de la République de retirer le projet de loi sur le mariage et l'adoption pour personnes de même sexe et de lancer des états généraux sur le mariage, la famille et la filiation. Ils étaient environ 75 maires et adjoints sur la place du Trocadéro à Paris. L'opération était organisée par le collectif des maires pour l'enfance qui regroupe 18 000 élus opposés au projet de loi et décidés à se faire entendre, notamment en participant à la manifestation du 13 janvier, indépendamment de leur appartenance politique. Il y a des études qui ont été faites, certaines ont été manipulées par les pros, d'autres par les antis. Il faut qu'on sorte de ça. On n'est pas dans une cour de récréation. C'est pas dire moi j'ai raison, allez c'est moi qui ai raison. Non, c'est nos enfants qui sont en jeu. Merde, c'est important, c'est des êtres humains. On n'a pas le droit de ne pas prendre le temps. Ma responsabilité d'officier d'état civil est engagée. Quand je célèbre un mariage, je me dépasse, c'est pas moi, Athanas Périfan, qui célèbre, c'est la République. Voilà pourquoi il est essentiel, indispensable qu'on prenne le temps de réfléchir à ce sujet qui engage, pas nous, nous on a vécu, mais qui engage tous ceux qui viennent derrière, c'est toute la société qui est en jeu. Le Code civil a une signification, il dit vraiment qu'il faut un père et une mère pour les enfants. Il est encore beaucoup plus important que nous obtenions l'ouverture d'états généraux et qu'il y ait une grande manifestation réussie et forte le 13 janvier. Oui, on viendra manifester le 13 janvier. Je répète qu'il y a des amalgames seront faits, je le sais d'avance. Moi, je suis de gauche, je resterai de gauche. Je ne cautionnerai pas tous ceux qui y participeront, mais ensemble, on participe sur ce point-là. Et le collectif pour le 13 janvier continue de s'étoffer jour après jour, regroupant des associations et des personnalités au profil varié. On écoute Lionel Lombroso qui se dit athée et de gauche. C'est quand même pour témoigner que le mouvement n'est pas monocolore. Et d'ailleurs, depuis qu'on a lancé ça, on a la sensation que ça réunit de plus en plus de monde et qu'il y a quelque chose de l'ordre de la cohésion nationale et certainement pas de communautarisme. Tous les promoteurs du projet de loi sont animés moins par la raison, qui est quand même plus dans notre camp, moins par la raison que par les affects. D'ailleurs, la manifestation de ce ressentiment dans le camp d'en face, ce sont les propos extrêmement durs qui nous sont renvoyés alors que nous cherchons, comme le disait Frigide, à débattre dans la raison. Et puis du côté des associations familiales catholiques, on organise des tractages dans plusieurs villes de France pour faire connaître aux passants les conséquences concrètes de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Samedi dernier, autour de la place de l'Hôtel de Ville à Paris, par exemple, ils étaient une vingtaine à distribuer ce tract qui relève 7 bonnes raisons de s'opposer à ce projet, dont on reparlera sans doute prochainement, mais c'est assez pour aujourd'hui. Le plus important dans tout ça, c'est Noël. Et à une époque où certaines institutions ou lieux publics retirent sapins et Père Noël accusés de provoquer des clivages religieux, et oui, fort heureusement, beaucoup d'autres semblent moins perturbés. Ainsi, la mairie de Provins soutient la crèche vivante qui, depuis 25 ans, fait le bonheur du public à la collégiale Saint-Kyrias. Coraline Salvoche a rencontré Chantal Bayeuki, adjointe aux affaires culturelles. C'est pas surprenant parce que la ville de Provins finance nombreux projets qui soient d'obédience catholique ou autre obédience, dans la mesure où c'est relié par les associations. En fait, elle ne porte pas complètement le projet, elle soutient à l'organisation de ce projet. Et
j'ai jamais senti des clivages par rapport à des idées, qu'elles soient, que ce soit au niveau d'idées religieuses ou de ce que ça représente ou de ce que ça coûterait. Je n'ai jamais entendu de critique de ce type-là par rapport à la crèche vivante. Je dirais même que la crèche vivante, c'est sacré, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y toucher, c'est quelque chose de très important. On continue à parler de la crèche et bien au-delà avec Monseigneur Di Falco. Bonjour. Il y a quelques jours, j'ai été invité à l'ouverture de la 210e foire au Santon de Marseille, ma ville natale. Cette cérémonie était précédée d'une messe en provençal célébrée dans l'église Saint-Vincent de Paul, les Réformés. Vous le savez sans doute, c'est en 1223 que saint François d'Assise mit en scène la première crèche vivante avec des personnages et des animaux lors d'une messe de minuit à Greccio, dans la forêt des Abruzzes en Italie. Cette innovation ne fut pas tellement appréciée par le pape Honorius III. Cependant, cette pratique devint très populaire et dès la fin du XIIIe siècle, les religieux franciscains introduisirent la crèche en Provence. Lorsque la Révolution interdit la messe de minuit et les crèches dans les églises, les Provençaux et les Marseillais ont alors créé des crèches publiques réalisées par des particuliers qui les faisaient visiter. De là est né l'usage de faire une crèche dans chaque famille. Lorsque la foi est vive, nulle possibilité de la brimer ou de la contraindre. Elle trouve toujours moyen de s'exprimer. On la chasse des églises, elle revient dans les foyers. On la chasse des médias, elle revient sur Internet. On la chasse par la porte, elle revient par la fenêtre. On chasse Marie de l'auberge, Jésus naît dans la crèche. La vie appelle la vie. Celui qui est la vie, le Christ, ne demande qu'à vivre et nous faire vivre. De quelque manière que ce soit, le Seigneur vient. Il ne peut que venir. Aujourd'hui encore, il est à la recherche d'une chair pour pouvoir être engendré et se manifester au monde. Alors, autant être de ceux qui lui ouvrent toute grande la porte de leur cœur. Aimer et se savoir aimer, c'est le message de Noël. Et c'est aussi le secret du bonheur. Alors, bon Noël à toutes et à tous, et à bientôt. Merci Monseigneur, joyeux Noël à vous aussi et à bientôt. Jetons maintenant un regard sur la presse chrétienne de la semaine. Variation sur Noël chez tous nos confrères. On commence avec le numéro spécial Noël de Pèlerin. Pour donner du sens à Noël, l'hebdo a choisi d'éclairer le message de Jésus en consultant biblistes, théologiens, historiens, mais aussi philosophes, psychanalystes et artistes. Nous avons cherché son reflet dans les yeux des enfants et dans le cœur des croyants, explique la rédactrice en chef Catherine Lalanne. Le mystère de Jésus fait aussi la une de la vie. Le journal nous transporte au 1er siècle, à Nazareth, à travers un conte de Noël, mais aussi aux côtés des chrétiens de Gaza, traumatisés par les bombardements du mois dernier. À lire l'entretien avec Jean Vanier qui s'élève contre la tyrannie de la normalité et de la compétitivité. Dieu se révèle dans la faiblesse et la vulnérabilité, redite avec persévérance le fondateur de la communauté de l'Arche. Comment célébrer cette fête quand tant d'hommes et de femmes vivent dans la souffrance? C'est la question que pose Réforme. À toutes les œuvres de mort, l'Évangile répond par la fragilité d'un enfant né dans l'hygiène douteuse d'une étable, écrit Antoine Nuis, un brin caustique dans son édito, dans lequel il évoque aussi le drame de Newtown et la conférence sur le climat. Plus la mort progresse, plus Noël est nécessaire. Et enfin, dans Famille chrétienne, Aymeric Pourbet invite à suivre un art de vivre enseigné par le Christ, comme l'explique Benoît XVI. C'est à la crèche que cet art de vivre chrétien se laisse percevoir avec le plus d'acuité, un esprit d'enfance fait d'humilité et de confiance. Tout de suite, le dossier. Le professeur Didier Sicard a donc remis mardi matin son rapport sur la fin de vie au président François Hollande. C'est le fruit d'un travail de 4 mois qui a amené la commission en charge du rapport à se rendre en Belgique, aux Pays-Bas ou encore en Suisse. Alors, on va en parler du contenu de ce rapport et puis de la suite des événements à ce sujet avec nos invités, le docteur Xavier Mirabel, président d'Alliance Vita, et Antoine Dabundo, rédacteur en chef à Pèlerin. Mais d'abord, je vous propose d'écouter le professeur Sicard. Notre rapport aboutit à ce que la mort soit intégrée à la vie, c'est-à-dire qu'il y ait des débats dans la société, débats où il n'y ait pas de déni de la mort. On a le droit de dire que l'on veut mourir, ce n'est pas infâme. Mais la réponse de la société ne doit pas la prendre au mot. Les soins palliatifs sont là pour lui apporter une aide,
mais les soins palliatifs sont limités dans l'espace, limités dans le temps, limités en nombre, et que les réponses qui peuvent être données sous la forme d'une euthanasie en Benelux ou suicide assisté en Suisse nous paraissent porteurs de beaucoup plus de danger que d'avantages. En revanche, afin d'éviter ces demandes réitérées dans l'espace public, peut-être que la médecine devrait être capable, en fin de vie, d'apporter une réponse sédative aux gens qui le demandent. Pas une réponse brutale de type une injection de curare et qui vous expédie, mais qu'elle puisse accepter que la vie cesse doucement, que ce soit une mort paisible, une mort où on respecte la parole du malade qui l'a demandé, sans en faire une sorte de transgression inacceptable. Docteur Mirabel, il a l'air très très bien ce rapport tel que nous le présente le professeur Sicard. J'adhère à tout ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est tout à fait ce que je vois dans ma pratique professionnelle et puis ce que je pense vouloir défendre. En même temps, quand on lit le rapport, on a une impression un peu différente. C'est-à-dire qu'à la fois, il dit « je ne veux pas le suicide assisté comme en Suisse », et puis en même temps, dans le rapport, on découvre que dans les recommandations, si jamais le législateur voulait légiférer, ce qui semble malheureusement être le cas a priori pour les mois qui viennent, on découvre que le suicide assisté est clairement inscrit dans les options proposées. De la même façon, il est aussi proposé d'abréger la vie de personnes qui sont sous des sédations. Et donc, Didier Sicard ouvre la porte, plus qu'entrouvre, je pense, vraiment ouvre la porte à deux transgressions majeures. Donc, oui, j'adhère. Le travail qui a été fait est remarquable en qualité. Et comme à chaque fois qu'on se pose la question, qu'on interroge des personnes sur la fin de vie, qu'on va voir à la fois des familles, des soignants, des associations, on découvre des grandes souffrances, des drames, des scandales, et puis aussi une profonde humanité. Donc ce travail-là a été fait, il est remarquable, et à chaque fois qu'on va faire un travail sur la fin de vie, on verra la même chose. Mais je suis, oui, soucieux de ce décalage entre cette parole, qui est une parole paisible et recevable, et puis des préconisations qui, s'ils sont prises au pied de la lettre par le gouvernement, peuvent nous mener quand même vers un truc assez embêtant. Antoine, vous aviez perçu que le rapport Sicard ouvrait des portes qu'il aurait mieux valu pas... Il faut, de toute évidence, d'abord lui rendre hommage au professeur Sicard et à tous ceux qui ont travaillé avec lui. Une commission de 9 membres qui a fait un travail extraordinaire pendant des mois. Et puis d'avoir, dans ses conclusions, posé des choses fortes. D'abord, il ne le souligne pas ici, mais il ferme la porte à l'euthanasie. Beaucoup pensaient que dans la proposition 21 de François Hollande, c'était une voie vers l'euthanasie en France. Mais globalement, parce qu'on n'aura pas le temps de tout détailler, Antoine. Et donc, globalement, il dit la loi Leonetti, elle est très bien, elle devrait juste être mieux appliquée. Alors, pour aller vite, il ferme la porte à l'euthanasie. Remarquable. Il en trouve malgré tout deux petites fenêtres qui vont faire débat aujourd'hui. Le docteur Mirabel l'a souligné, celle de la sédation profonde. On va peut-être expliquer ce que c'est. Et puis malgré tout, un grand débat qui va s'engager sur le suicide assisté, puisque François Hollande a demandé au comité consultatif d'éthique de donner des avis au moins sur ces deux points, plus les conditions d'expression pour les patients qui souhaiteraient mettre fin à leur vie. Il faudra voir comment ça s'organise. Mais voilà, deux grands débats qui sont promis pour ces 6 mois. La question de la sédation profonde et puis la question du suicide assisté qui reste à éclairer pour une large partie des Français. La question du suicide assisté, on comprend bien qu'il y a une volonté politique de porter cette question probablement au Parlement. En tout cas, c'est comme ça qu'on semble le comprendre. Je ne suis pas sûre que sur la sédation profonde et ce que disait le professeur Sicard sur la faculté d'une personne en situation de grande souffrance de demander qu'on puisse l'endormir pour le peu de temps qui lui reste, quitte à ce que ça accélère les choses. Ça c'est quoi la question qui est posée là ? On a bien des personnes qui vivent des situations de souffrance qu'on a du mal à contrôler autrement. C'est déjà une pratique qui est une pratique légitime, médicale, raisonnable, à condition qu'elle soit maîtrisée et faite avec professionnalisme. Autre chose serait de pousser ces personnes vers la mort. Il ne s'agit pas, lorsqu'on fait une sédation, de tuer. Il s'agit de permettre que la personne soit vraiment dans un sommeil qui ne lui fasse pas ressentir les souffrances physiques. Il y a pas un truc un peu hypocrite dans cette distinction-là, de dire si le but n'est pas d'accélérer la mort, mais qu'en le faisant, on sait que ça accélère la mort, c'est bien, on a le droit. Non, c'est pas hypocrite du tout.
C'est comme pour le traitement de la douleur. Hein. J'augmente le traitement de la douleur pour soulager et je suis prêt à prendre des risques. C'est comme le chirurgien néonatal. Il va opérer cet enfant qui a une malformation. Peut-être qu'il prend le risque de décès, mais souvent, il va lui sauver la vie. Personne, si jamais l'enfant décède malheureusement, ne va dire vous avez voulu la mort. Hein. Donc, non, mais le médecin, la médecine peut agir en prenant des risques. Elle le fait tous les jours et c'est normal. Hein. Après, une autre question, c'est de prendre pouvoir. C'est que le médecin ou l'environnement, je sais pas qui, ou le politique. C'est la demande du patient. Mais ça change rien. Ça change rien. Ça nous renvoie vers la question du suicide. Le suicide, enfin, c'est extrêmement préoccupant. Enfin, je sais pas, vous avez eu peut-être des suicides dans votre famille comme moi. Vous le savez bien. C'est un acte qui est un acte social. C'est pas un acte personnel. La vie de chacun de nos contemporains est précieuse pour nous tous. Ou alors sinon, à quoi ça sert de les soigner, hein? Si la vie de mon voisin, du malade, etc., n'est pas précieuse, si elle ne mérite pas d'être protégée, à ce moment-là, on remet en cause vraiment fondamentalement notre solidarité envers ceux qui souffrent. Hein. Je crois que c'est très très inquiétant ce passage vers le suicide. Hein. Bon, sur le suicide, il y a sans doute un débat mené, mais pour essayer d'éclairer la question de la sédation. Aujourd'hui, l'euthanasie, tout le monde à peu près a compris ce que c'est. C'est un acte qui consiste à injecter un produit qui va provoquer la mort. Et ça, cette porte-là est fermée. La sédation profonde, c'est autre chose que ça. Ce qui est écrit sur la sédation, c'est que des gens sont sous sédation, soit. Eh bien, il semblerait que la commission dise, finalement, c'est quand même pénible, cette sédation, c'est un peu long, ça traîne un peu, et à ce moment-là, ça serait peut-être pas si inhumain que ça que le médecin pousse un peu la seringue. Et donc là, il y a vraiment, il y a un point de bascule là. Alors après, bien sûr, il sera à prendre avec prudence, etc., et je pense que dans les bonnes équipes de soins palliatifs, il y aura zéro bascule. Mais par contre, cette ouverture est vraiment préoccupante, et je pense que c'est donner un gage aux militants de l'euthanasie, et que dans ce sens-là, je trouve ça quand même inquiétant. Alors, en même temps, une petite seconde. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que vous voyez dans le calendrier des mois qui viennent, puisqu'il y a un engagement en quelque sorte du pouvoir à ce que cette discussion arrive devant le Parlement. Le professeur Sicard a rendu son rapport en renvoyant les politiques à leurs responsabilités. Si vous voulez faire le suicide, en gros, ça vous regarde. Mais il explique bien que l'analyse de ce qui se passe en Suisse est plutôt très négative et il voit ça plutôt comme dangereux. Qu'est-ce que vous attendez pour les mois qui viennent ? Il est probable que nous allions vers un texte qui proposera d'aller plus loin que la loi Leonetti. La loi Leonetti est une bonne loi, mais elle est déjà, sur certains points, légèrement limite. Et donc, malheureusement, toute évolution, me semble-t-il, risque de nous mener vers quelque chose qui se rapproche d'une forme d'euthanasie quand même, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. 3 points sont en débat, avec un objectif, un horizon juin, fixé par le président Hollande, un projet de loi qui sera présenté en juin. Les étapes intermédiaires, c'est les 3 avis du Comité national consultatif d'éthique sur les 3 points que j'ai indiqués, ce qu'on appelle les directives anticipées, c'est-à-dire la manière de mieux entendre et de mieux organiser la parole et la volonté des patients. Est-ce qu'on peut aller plus loin que la loi Leonetti en cette matière ? Et puis 2 sujets qui vont certainement faire beaucoup plus débat. Les conditions pour permettre un suicide assisté en France. On sait que quelques États le pratiquent. La Suisse le tolère, des États américains l'autorisent. Et les conditions de la sédation profonde, c'est-à-dire la capacité qu'auront les médecins, les équipes médicales demain, de plonger dans certains cas des patients en fin de vie dans un coma profond qui les conduira à la mort. Voilà les 3 grands points et certainement les 2 derniers points qui feront débat dans la société. Merci à tous les deux et merci à vous de votre fidélité au magazine À la Source que vous ne retrouverez pas la semaine prochaine, mais tout début janvier. D'ici là, joyeux Noël à toutes et à tous.